Bonjour Isabelle Avran. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, spécialiste du Moyen-Orient. On vous a invité pour y voir un peu plus clair sur la situation au Liban. Le Premier ministre Saad Hariri, qui avait annoncé sa démission depuis Riyad en Arabie Saoudite, est à Paris en ce moment. On va revenir sur le rôle diplomatique de la France et aussi sur la situation extrêmement tendue entre l'Iran d'un côté et l'Arabie Saoudite de l'autre, qui dispute le contrôle sur l'ensemble de la région. Mais d'abord, quel est le regard que vous nous proposez aujourd'hui, Isabelle Avran ? Quel est le regard? Ça dépend sur quoi, mais en l'occurrence, c'est un regard de citoyenne, tout simplement. Et qui dit citoyenneté dit nécessairement engagement dans un monde que certains essayent de diviser, où certains essayent de promouvoir un dumping social généralisé, où les peuples les peuples et les travailleurs d'ailleurs seraient en concurrence les uns avec les autres, et où se jouent des hégémonies ou des tentatives d'hégémonie régionale ou mondiale qui sont pourvoyeuses de guerre, là où on nous avait promis une ère de droit international. Et on sait tous que les guerres, ce sont les peuples qui en subissent les conséquences. Donc voilà, c'est un regard de citoyenne en tant que femme, engagée parce que la citoyenneté implique l'engagement, c'est-à-dire une demande d'intervention pour le droit, pour la défense du droit, pour le respect du droit international, aux autorités des pays où nous habitons, et pour une demande de justice qui suppose d'autres caps politiques que des caps exclusivement guidés par des intérêts économiques de certains au détriment de la majorité. Alors j'ai dit il y a un instant la démission de Saad Hariri, le Premier ministre du Liban, depuis un pays étranger, l'Arabie Saoudite. Quelle lecture vous en avez fait ? C'est une lecture qui est assez claire, me semble-t-il, pour l'ensemble des protagonistes, et en particulier pour le peuple libanais. Le Liban est malheureusement, et depuis de nombreuses années, un terrain de jeu et de guerre. Des guerres qui ont eu des raisons évidemment endogènes, mais aussi de guerres pour les pays environnants qui cherchent des hégémonies régionales. Le Liban a été un terrain occupé par Israël jusqu'au retrait de mai 2000, qui a occupé le sud Liban, qui a bombardé les populations civiles du Liban pour tenter d'éliminer l'OLP. Le Liban a été également la proie d'une guerre en 2006 par Israël contre le Sud, et en particulier contre la Hezbollah, qui était la principale force politique et militaire au Liban. Le Liban a été également la proie d'une occupation syrienne jusqu'au départ forcé de la Syrie également en 2015. Donc en fait en 2005. Donc en fait le Liban est d'abord un pays qui sert de terrain de jeu aux hégémonies régionales. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que s'entrecroisent aujourd'hui et s'articulent des tentatives d'hégémonie, donc, non seulement entre des puissances de la région, mais aussi entre des puissances à l'échelle internationale. En l'occurrence, tout le monde a vu que c'est depuis l'Arabie Saoudite que Saad Hariri a annoncé sa démission. Il a été convoqué par le prince héritier Ben Salman début novembre. Il s'est rendu en Arabie Saoudite, on lui a coupé le téléphone et autres, mais ça, à la limite, ce serait presque anecdotique. Mais pour faire quoi ? Pour qu'il annonce sa démission. Pourquoi ? Il a annoncé sa démission dans un moment particulier de l'histoire de l'Arabie Saoudite, où le prince héritier arrête l'opposition, les principes au nom de la purge, soi-disant anticorruption, mais en réalité, oui, marginalise et arrête les éléments clés de son opposition, y compris de ses proches, où il poursuit la tentative d'isolement du Qatar, où il poursuit la guerre terrible menée contre le peuple yéménite et ceux dont il pense qu'il s'agit de ses ennemis au Yémen, ennemis parce que plus ou moins proches de l'Iran, une guerre qui fait quand même des milliers et des milliers de morts, une guerre qui passe par un blocus depuis 2015 qui est absolument insupportable pour l'ensemble
de la population du Yémen, une guerre qui provoque des milliers de réfugiés au Yémen. Donc c'est dans ce contexte que Hariri est forcé, d'une certaine manière, d'annoncer sa démission. Pourquoi la France, dans ce contexte-là, justement, décide de soutenir l'Arabie Saoudite? Oui, alors juste avant, quand même, pour expliquer la raison de la démission d'Hariri. Ce qui se joue pour l'Arabie Saoudite, c'est la volonté de marginaliser l'Iran. Pourquoi marginaliser l'Iran et comment marginaliser l'Iran? En fait, au Liban, depuis plus d'1 an, vous avez un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire un gouvernement où vous avez à la fois les tenants de la politique de Hariri et en même temps le Hezbollah libanais qui mène une politique permettant d'une certaine manière une paix intérieure au Liban. Quoi qu'on pense de la situation par ailleurs au Liban, de ses difficultés économiques de plus en plus grandes, etc. etc. Or, ce que veut l'Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est mener une guerre contre la Hezbollah qui permettrait d'affaiblir l'Iran et d'engager d'une certaine façon Israël dans une nouvelle guerre contre le Hezbollah qui permettrait une intervention contre l'Iran. C'est ça l'enjeu. Et là, j'y vois plusieurs éléments. Oui, allez-y. Bon, j'aurais bien voulu qu'on y revienne plus tard parce qu'effectivement, il y a l'enjeu des États-Unis derrière tout ça, Israël, mais juste sur le rôle de la France justement dans cette situation-là, en ce moment, le fait que la France ait décidé de soutenir pour partie l'Arabie Saoudite en accueillant Saad Hariri. Non, je ne crois pas que la France ait d'abord décidé de soutenir l'Arabie Saoudite. C'est un peu plus compliqué que ça. C'était une bonne chose d'accueillir Saad Hariri? C'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose. Le problème de la France, c'est que la France a une politique dans la région qui est guidée par plusieurs éléments. D'abord, un souci de commerce. Et le premier commerce de la France dans la région, c'est les armes. La France vend un peu plus de 50% de ses armes dans cette région. Et son premier client dans la région, c'est l'Arabie Saoudite. Donc avec l'Arabie Saoudite, la France a intérêt, enfin en tous les cas, pas la France, les vendeurs d'armes sont leurs plus chers représentants, à savoir le président de la République quand même, ont intérêt, aujourd'hui, à maintenir des liens de stabilité avec l'Arabie Saoudite. En même temps, ils n'ont pas forcément intérêt à ce que la guerre se déploie. Il y a des intérêts au Liban, notamment à travers Hariri de longue date. Ils n'ont pas non plus intérêt à une guerre qui mettrait l'Iran en jeu. Et la politique de la France vis-à-vis de l'Iran, c'est à la fois de maintenir l'accord sur le nucléaire iranien tel qu'il a été obtenu après des années et des années de négociations, et que aussi bien les États-Unis qu'Israël que l'Arabie Saoudite veulent faire sauter. Et en même temps de donner des gages aux alliés saoudiens, des États-Unis et israéliens pour empêcher l'Iran, par exemple, de développer un programme balistique, etc. Donc, de ce point de vue-là, il y a un jeu très tendu de la France. Mais est-ce que justement est-ce que la France ne met pas le feu aux poudres justement quand elle décide de pointer du doigt en ce moment l'Iran, comme l'a fait Le Drian et Macron la semaine dernière, en disant que c'était l'Iran qui était responsable de la montée de la tension, sans jamais accuser ni l'Arabie Saoudite ni personne d'autre. Par exemple, sur les tensions et sur le conflit qu'il y a au Yémen aussi en ce moment, personne. Enfin, c'est un peu une diplomatie à géométrie variable. Bah ça, évidemment, la diplomatie française est à géométrie variable dès lors que ce qui guide la diplomatie française, contrairement aux principes énoncés, à savoir le droit international, c'est d'autres types d'intérêts. Les autres types d'intérêts, encore une fois, c'est le commerce des armes, c'est une prétendue lutte antiterroriste qui passe en réalité par la guerre et des guerres multiples ou l'aide à des guerres dans la région. Et puis, c'est un soutien quasi inconditionnel à la politique israélienne. Je ne dis même pas à Israël, mais à la politique que mènent les dirigeants israéliens aujourd'hui, avec une politique d'impunité totale vis-à-vis de cet État et le développement d'un commerce multiple, en particulier avec un État qui est considéré comme l'État start-up de la région, sinon du monde, État qui bénéficie d'une aide financière et militaire internationale absolument incroyable. Alors, donc les enjeux de la politique française, c'est tout ça, bien évidemment, dans la région. On est là très très loin
des droits des peuples, qu'il s'agisse du peuple yéménite, qu'il s'agisse du peuple iranien, qu'il s'agisse y compris de la population saoudienne, qu'il s'agisse du peuple palestinien, qui en est l'une des premières victimes, et ce depuis bien longtemps. Alors justement, on y vient. Est-ce que le départ d'Hariri, quand il accuse le Hezbollah et qu'il accuse l'Iran d'interventionnisme au Liban, est-ce que ce n'est pas une manière de légitimer peut-être une intervention armée en Iran? On sait très bien que les États-Unis, qui sont les alliés de l'Arabie Saoudite, et aussi les États-Unis ont un enjeu économique, puisque c'est un des premiers vendeurs d'armes, je crois. Est-ce que ça pourrait être une manière justement de légitimer une intervention armée? De la part de l'Arabie Saoudite, sans aucun doute. On sait très bien que Hariri est un pion aux mains de l'Arabie Saoudite. En même temps, il a aussi des enjeux personnels, mais c'est quand même un pion. Sa fortune est faite en Arabie Saoudite, comme l'avait été celle de l'ensemble de la famille et de son père en particulier. Il a la double nationalité libanaise et saoudienne, mais pour l'Arabie Saoudite, c'est clair. Mais l'Arabie Saoudite ne veut pas mener la guerre contre l'Iran. Elle voudrait le faire par l'intermédiaire d'Israël, qui est la plus grande puissance militaire, y compris d'armement nucléaire, de la région. Mais les débats sont quand même un peu plus complexes, y compris pour la société et l'état-major israélien eux-mêmes. Par exemple, Netanyahou, évidemment, qui est un premier ministre d'un gouvernement extrême droite en Israël, a pour ennemi principal l'Iran. Les choses sont très claires pour lui de ce point de vue-là. Au niveau de l'état-major et de la société, les choses sont un peu plus compliquées, pour pas mal de raisons. Bien sûr, ils aimeraient faire tomber l'accord qui a été conclu avec l'Iran. Ça, c'est très clair. En revanche, ils savent très bien, d'une part, que l'armée israélienne n'est pas prête à une nouvelle guerre contre le Liban. La Hezbollah est une puissance militaire régionale, sans doute la plus organisée, on va dire, alors que l'armée israélienne n'a pas gagné la guerre de 2006 contre le Sud-Liban et contre le Liban et contre le Hezbollah, qui en était la principale force au Liban, que cette armée n'a quasiment gagné aucune guerre, d'ailleurs, depuis de nombreuses années, que cette armée aujourd'hui est essentiellement une force de police et de répression en Palestine occupée et singulièrement contre les enfants. C'est maintenant devenu une force de police contre les enfants et la résistance populaire en Palestine occupée. Donc elle n'est absolument pas préparée à une vraie guerre. Et puis l'état-major israélien sait également que la puissance de feu du Hezbollah, via l'Iran sans doute, mais également via le Hamas, peut-être d'une certaine façon sur le front sud, ne lui permettrait pas longtemps de résister de manière sûre et avérée contre l'éventualité d'une guerre. Donc les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Est-ce que vous pensez que, justement, dans la volonté de l'Arabie Saoudite, avec le fait que Hariri ait été un pion finalement dans tout ça, est-ce que le Hezbollah peut perdre en influence aujourd'hui au Liban? Pas du tout. Pas du tout. Donc le retour de Hariri le mercredi au Liban, il va servir à quoi? Pas du tout. Si vous voulez, la Hezbollah a été longtemps, avec le Parti communiste libanais, la principale force de résistance à l'agression israélienne. Ça, c'est clair. Le Parti communiste libanais, de ce point de vue-là, en tant que force de résistance, avait été progressivement éliminé, on va dire, et en particulier ses forces vives, emprisonnées ou autres. Le Hezbollah aussi a connu prison, torture, etc., etc. Mais il est devenu une force structurée, organisée, dans un État complètement désorganisé et complètement déliquescent. Ce Hezbollah, aujourd'hui, est véritablement la force la plus structurée au Liban. C'est d'ailleurs pas complètement un hasard si le régime de Bachar al-Assad, qui est un régime de dictature criminelle, meurtrière, et qui mériterait de passer au tribunal pénal international, a dû, un moment, faire appel à des soutiens comme celui des Hezbollah, qui a de facto soutenu ce régime, non pas contre l'organisation de l'État islamique, c'est-à-dire Daesh dans la région, puisque en fait c'est Bachar qui avait permis l'entrée de Daesh en Syrie depuis l'Irak et autres, mais contre les forces démocratiques en Syrie. L'arrivée de la Russie
puisque Bachar s'est débrouillé pour faire en sorte qu'il y ait une internationalisation du conflit, lui permettant de s'en sortir et de rester dans le jeu et dans l'équation syrienne jusqu'à aujourd'hui, et sans doute pour un avenir proche, voire à plus long terme, l'intervention militaire de la Syrie auprès de Bachar el-Assad et au détriment des populations civiles qui ont été bombardées, ont d'une certaine façon rendu beaucoup moins utile la présence de Hezbollah, qui s'est recentré sur la scène intérieure libanaise. Et aujourd'hui, se recentrant sur la scène intérieure libanaise, ils sont de nouveau une force extrêmement importante au Liban. Vous verrez que même le Hezbollah aujourd'hui, évidemment, compte tenu du fait que c'est l'Arabie Saoudite qui a tenté de jouer ce pion Hariri et la démission de Hariri au Liban, même le Hezbollah en appelle à un retour et en a appelé à un retour de Hariri. Alors après, est-ce que Hariri reviendra au pouvoir? Quelles seront les combinaisons possibles ou non au Liban? Personne n'est capable à ce jour de le dire. On verra mercredi ce qui se jouera. Mais en tous les cas, aujourd'hui, personne n'est capable de le dire. Ce qui est sûr, c'est que la tentative de l'Arabie Saoudite d'une division du Liban et d'un retournement de la population contre principalement le Hezbollah et l'Iran et d'un engagement d'Israël contre l'Iran, aujourd'hui ne fonctionne pas aussi bien que ce que voudrait le prince héritier Ben Salman. Vendredi, je recevais la députée de la France Insoumise, Clémentine Autain. Elle vous a posé une question. Elle vous demande quel type d'intervention la France pourrait-elle prendre maintenant pour relancer le processus de paix au Proche et au Moyen-Orient? Au Proche-Orient, c'est-à-dire, en gros, je pense qu'elle évoque, Clémentine, essentiellement ce qui se joue entre Israël et Palestine. De ce point de vue, je crois qu'il faut mettre en évidence plusieurs choses. Un, la durée de ce conflit, c'est-à-dire un conflit colonial, un conflit d'expulsion et d'occupation et d'appropriation des terres et des ressources par Israël. Je crois que cette durée, il faut mesurer ce que ça signifie pour plusieurs générations, aussi bien de Palestiniens qui ont connu l'exil forcé et ou l'occupation, que d'Israéliens qui ont connu des décennies et des générations donc d'impunité internationale, ce qui rejaillit bien évidemment sur les liens sociaux et la façon d'organiser la société. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut mesurer, je crois, c'est la continuité d'une politique. Récemment sont sortis un certain nombre d'archives de 1967, et on a vu aussi tout le travail des historiens sur ce qui s'est joué en 47-48. On sait aujourd'hui, de manière très claire, grâce au travail des nouveaux historiens israéliens en particulier, que les historiens palestiniens et les témoignages oraux palestiniens avaient raison en matière de volonté d'expulsion d'un peuple par ce qui allait devenir ensuite l'armée et l'état-major et le pouvoir politique israélien. Donc Sharon, avant de quitter la scène politique et la scène tout court, avait annoncé clairement qu'Israël devait achever ce qu'il n'avait pas été en 1948. Or, qu'est-ce qui n'avait pas été achevé en 1948? Ce n'est pas l'existence d'un État. L'État israélien non seulement a existé sur la base d'une partition, mais en plus s'est agrandi. Ce n'est pas une puissance militaire, c'est la première puissance militaire de la région. Ce n'est pas la reconnaissance internationale. La reconnaissance internationale existe. Donc ce qui n'a pas été achevé, c'est l'expulsion totale des Palestiniens et l'appropriation totale des terres. La France, de ce point de vue, peut jouer effectivement un rôle important. Comment? Je crois que Fabius avait compris, avant son départ du Quai d'Orsay, ce que l'ensemble des organisations de solidarité disaient depuis déjà de nombreuses années, à savoir que le processus dit de paix, tel qu'il avait été conçu dès son origine, en tout cas pas forcément depuis 91, mais depuis les accords d'Oslo de 93, ne pouvait pas fonctionner. Pourquoi? D'abord parce que c'était un processus qui était censé être fondé sur le droit international, dont il s'agissait de négocier les modalités d'application, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de négocier le droit international, mais de négocier ses modalités d'application, et bien que ce processus n'avait aucun garant, aucune garantie, aucun parrain. Le seul parrain était le parrain américain, et les Américains sont très vite passés du parrainage d'un processus dit de paix au parrainage de la politique israélienne, premièrement. La deuxième raison, c'est qu'il n'y avait pas de calendrier, ou plus exactement le calendrier de 5 ans qui avait été initialement
décidé a été explosé très vite. C'est-à-dire, aucun des engagements de calendrier n'a été tenu par les Israéliens. Troisièmement, la colonisation israélienne n'a jamais été empêchée par aucun discours. C'est-à-dire, la France, l'Europe et autres se plaignent régulièrement de la colonisation israélienne, demandent aux dirigeants israéliens de bien vouloir avoir la grande gentillesse de bien vouloir commencer à y mettre un terme. Aucune mesure n'a jamais été prise pour obliger les dirigeants israéliens à y mettre un terme. Là encore, d'ailleurs, on a vu, il y a des parlementaires, 7 élus français ont été refusés d'entrer sur le territoire israélien. La France n'a pas vraiment mis la pression non plus sur le gouvernement israélien. Voilà, donc ça c'est le troisième point. Et donc Fabius a vu à ce moment-là à combien la colonisation israélienne, vitesse grand V, en toute impunité, empêchait à terme une solution de coexistence à deux États. Pourquoi ? Parce que la colonisation israélienne n'est pas simplement un déploiement de maisons, d'habitations, de routes sur l'ensemble du territoire palestinien, mais les lieux où elle se bâtit, cette colonisation, empêche toute viabilité dans l'État palestinien en morcelant un territoire, ce que renforce la construction de tout un réseau de murs très profondément à l'intérieur du territoire de Cisjordanie, tandis que Gaza est soumis à un blocus absolument invivable pour l'ensemble de la population. Donc ça, Fabius l'a vu, et il a vu également, il a compris également ce que nous disions également depuis de nombreuses années, que le mouvement de solidarité européen et international avec les Palestiniens et avec les défenseurs des droits israéliens disaient de nombreuses années, à savoir qu'une négociation en tête-à-tête entre un peuple opprimé, occupé, expulsé, et une grande puissance militaire qui agit en toute impunité, eh bien, ne pouvait conduire à rien, ou alors c'était soumettre la reconnaissance de droits du peuple palestinien à la bonne volonté des dirigeants israéliens qui les refusent absolument, qui refusent l'État, qui refusent le démantèlement des colonies, qui refusent le statut de Jérusalem, qui refusent le retour des réfugiés, etc. Donc Fabius avait proposé une solution qui passait par quoi ? Par une négociation, avec un calendrier de 2 ans, sous l'égide internationale, sur la base du droit international, dont il s'agit donc effectivement de négocier les modalités d'application. Et il avait ajouté, si ces négociations n'aboutissent pas au bout de 2 ans, la France s'engage à reconnaître enfin, l'État palestinien, libre et indépendant, démocratique, etc. Bon. Hollande, puis Macron, ont complètement gommé cette hypothèse, ce scénario, l'ont mis à la trappe et ont décidé à la place de relancer, disent-ils, un processus dit de négociation et de paix. Mais sur quelle base ? Sur la base ancienne, c'est-à-dire sur la base de négociations en tête-à-tête, un peu comme si aujourd'hui on disait aux salariés « vous n'avez plus de syndicats, il n'y a plus de convention collective », ce que fait Macron dans les entreprises. Et vous êtes obligé de négocier en tête-à-tête avec un patron qui fait le chantage à l'emploi, etc. Là, c'est exactement, mais à une autre échelle, bien évidemment, la même chose, un processus en tête-à-tête. Ce que peut faire la France, c'est donc de sortir de ce tête-à-tête, de revenir à l'idée d'une conférence internationale fondée sur le droit avec un calendrier et la promesse d'une reconnaissance par la France de l'État palestinien. La France peut avoir une politique de lutte contre l'impunité, ce qui passe par des sanctions évidentes, économiques en particulier, contre la politique actuelle israélienne, c'est-à-dire un conditionnement de son commerce, de ses relations économiques, de ses relations stratégiques et technologiques avec Israël, au respect par Israël du droit. La France peut intervenir pour la libération des prisonniers, en particulier de notre camarade et citoyen français et franco-palestinien Salah Hamouri, parce que les prisonniers sont aujourd'hui une monnaie comme des otages de toute forme de négociation, de pression sur la position et la politique des dirigeants palestiniens. Elle peut également aider les organisations israéliennes de défense des droits à sortir d'une politique liberticide, complètement liberticide, à leur égard, à l'égard des militants israéliens eux-mêmes, de députés israéliens eux-mêmes, une politique liberticide par laquelle Israël et les dirigeants israéliens s'autorisent absolument tout, y compris, comme vous l'avez rappelé, d'empêcher des élus
des députés de pays européens, et en particulier de la France, de se rendre en Palestine occupée et de rencontrer en Israël des députés et des militants des droits qui luttent contre la colonisation et pour une paix juste. Merci, on a été très long. J'ai quand même une dernière question, Isabelle Avran. Comment doit réagir la communauté internationale et d'ailleurs aussi la France face à la situation en Libye aujourd'hui? La situation en Libye est une situation évidemment extrêmement compliquée. La guerre qui a été menée par la France pour les raisons que l'on sait, en gros, il ne s'agissait pas pour la France de défendre particulièrement les droits des populations en Libye sous le joug de Kadhafi. Sinon, la France l'aurait fait sans doute ailleurs. On sait particulièrement, grâce notamment au travail de nos collègues de Mediapart, ce qui s'est joué en Libye pour Nicolas Sarkozy. Les choses sont de ce point de vue extrêmement claires. Sauf que cela a fait là aussi éclater l'État libyen, comme l'intervention militaire en Irak avait fait éclater l'État irakien, avait permis aux dirigeants américains de l'époque de transformer des crises politiques en crises confessionnelles, de favoriser les uns contre les autres, de créer des axes confessionnels dans l'ensemble de la région au détriment d'axes politiques. En Libye, il s'est joué, une autre échelle évidemment, des choses un peu de même nature. Et vous avez aujourd'hui non seulement des divisions politiques, mais aussi des divisions dites tribales, des divisions locales. Vous avez entre l'Est et l'Ouest du pays, là aussi, des divisions extrêmement fortes. Et puis la communauté internationale s'est empressée, sans doute un peu vite, d'imposer une solution politique qui était censée permettre la stabilisation et la paix, mais qui s'est faite sans concertation véritable avec l'ensemble des partis. Et je crois que la seule chose possible aujourd'hui, c'est de permettre une véritable concertation entre toutes les parties. Mais je voudrais ajouter une chose concernant la Libye. C'est que, par exemple, Emmanuel Macron a envisagé, très sérieusement, de créer en Libye des hotspots pour l'immigration. Je crois que c'est très grave, les hotspots, on sait ce que c'est, c'est des lieux de tri, de sélection, quelle que soit l'abjection de ces termes, pour les migrants demandant le refuge, qu'il soit économique, politique, écologique ou autre, en Europe. Il l'a envisagé très sérieusement. L'Italie a des relations avec la Libye sur ces questions et l'Europe n'hésite pas à former des gardes-côtes libyens qui permettent d'éviter aux migrants, d'empêcher que les migrants viennent jusqu'au sol européen où ils espèrent un véritable refuge. Or, qu'est-ce qui se passe en Libye? On l'a vu dans toute la dernière période. Non seulement des groupes mafieux, criminels, mais aussi des forces appartenant aux institutions étatiques, transforment en esclaves les migrants. Il y a des meurtres, il y a des arrestations. Ceux qui sont arrêtés vivent dans des conditions sordides. Ils sont vendus comme esclaves, ils sont rançonnés. Leurs familles dans les pays d'origine sont rançonnées. Il y a là une situation absolument terrifiante pour des milliers de migrants qui passent par la route libyenne. Et je crois que là, la communauté internationale a aussi un rôle à jouer, notamment en arrêtant sa politique anti-migratoire et en aidant, au contraire, ceux qui, en Libye, veulent sortir de cette situation infâme. Merci beaucoup Isabelle Avran, merci vraiment pour cet éclairage passionnant. On a fait une émission un peu plus longue que d'habitude, mais ça nécessitait toutes ces explications. Je crois que tout le monde reconnaîtra que vous avez partagé une vision très éclairante de la situation. Merci. Merci à vous. Demain, à l'occasion du 100e congrès des maires de France, un autre sujet, je recevrai le maire de Gennevilliers, le maire communiste de Gennevilliers, Patrice Leclerc, pardon. Vous avez une question pour lui? Je tiens d'abord à le saluer. Non seulement pour l'action qu'il mène à Gennevilliers de manière générale, mais aussi pour son engagement très récent, puisqu'il fait partie du fameux réseau d'élus Marouane Barghouti, dont il demande bien évidemment, comme tant d'autres, la libération, puisque Marouane a été, qui est l'un des dirigeants du Fatah en Palestine occupée, a été kidnappé et est enfermé dans les geôles israéliennes de manière absolument illégale. Donc, ma question spécifique, alors pour le coup,
au maire de Gennevilliers, c'est quelles seront les suites aujourd'hui de l'action du réseau Marwan Barghouti, empêché d'entrer en Palestine et en Israël par les autorités israéliennes. Alors je transmettrai la question, merci beaucoup. Merci.